Imaginez un monde plongé dans l'obscurité, frappé par un froid glacial, au bord de l'extinction. Ce n'est pas une scène tirée d'un film hollywoodien, mais une réalité troublante dont les scientifiques nous avertissent depuis des décennies. Il s'agit du phénomène dévastateur connu sous le nom d'hiver nucléaire. De quoi avoir froid dans le dos. À l'heure où les tensions internationales ont atteint des sommets, où certains leaders politiques s'approprient le vocabulaire nucléaire et où les gros titres font de nouveau allusion à une troisième guerre mondiale et à une escalade nucléaire imminente, il est difficile de ne pas resserrer les fesses. Nous avons tous visionné ces vidéos d'un champignon nucléaire s'élevant dans le ciel, les images de Nagasaki et d'Hiroshima, les visages brûlés et les effets dévastateurs des radiations. En somme, un long discours n'est pas nécessaire pour comprendre que l'horreur d'une guerre nucléaire serait indescriptible, surtout compte tenu de l'arsenal actuel. On a d'ailleurs vu dans cet épisode premium disponible sur notre site quel pourrait être le nombre de victimes après la détonation des bombes basées sur une simulation. Cependant, le pire lors d'une guerre nucléaire, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne réside pas tant dans les explosions ou les nuages radioactifs. C'est ce qui survient après. Je vous donne un indice. Qu'est-ce qui résulte de centaines de métropoles en flammes? The weapons go off. And they start fires, and we know a lot about that because Hiroshima had a fire, so we know where you expect to create a fire. Depuis plus de 40 ans, un groupe restreint de scientifiques se penche sur les modèles climatiques liés aux conséquences d'une guerre nucléaire. Et c'est justement l'un de ces pionniers qui a généreusement accepté de répondre à mes questions. Considéré comme l'un des plus éminents experts mondiaux dans ce domaine, il a joué un rôle fondateur aux côtés de Carl Sagan au début des années 80. Je vous présente Owen Brian Toon, professeur des sciences atmosphériques et océaniques à l'université du Colorado. So the fires would start and burn the fuel that's there. This would cause rising motion and a huge cloud to form, which would carry this stuff into the upper atmosphere. The smoke would reduce sunlight to about 20% of normal levels for a couple of years, but it would be enough to make temperatures at mid-latitudes be below zero, be below freezing for quite a long time. Les conséquences d'une guerre nucléaire vont bien au-delà du rayon d'explosion immédiate ou des radiations. On parle d'un impact qui se fera sentir sur les continents entiers. Les récoltes vont geler et mourir, ce qui entraînera une famine généralisée et un effondrement de la production alimentaire. Les écosystèmes seront chamboulés, mettant en péril d'innombrables espèces. Bref, ça ne sera pas une partie de plaisir. Maintenant, pourquoi une ville brûlerait-elle autant? Eh bien, imaginez tous ces immeubles remplis de fournitures en bois, les pneus, l'essence des voitures et des stations-service, les charpentes, sans oublier tout le plastique dans les magasins. Il y a tellement de choses qui feraient un excellent combustible pour un incendie de grande envergure. On peut également prendre exemple sur les tempêtes de feu provoquées par certains bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale. Hambourg, Dresde, Tokyo, ces villes ont connu l'enfer. Même Hiroshima a brûlé sur une superficie d'environ 13 km² après la bombe atomique. Imaginez maintenant cela multiplié par des dizaines, voire des centaines de villes en fonction de l'ampleur du conflit. Vous vous retrouvez avec une quantité phénoménale de fumée dans l'atmosphère. Normalement, lorsqu'un incendie se propage dans une ville, les pompiers interviennent rapidement. Mais après l'explosion d'une bombe atomique, le nombre d'incendies sera tout bonnement insurmontable. Et soyons honnêtes, les services de pompiers ne seront probablement pas dans leur meilleure forme s'ils sont encore opérationnels. Ce nuage de fumée contient des particules aérosols qui sont chauffées par le rayonnement solaire, ce qui crée des mouvements verticaux et propulse les aérosols dans la stratosphère. Normalement, la fumée est nettoyée par les vents et les précipitations, mais la stratosphère se trouve au-dessus de la couche où se forment les nuages. Résultat, les aérosols ne se dissipent pas et continuent d'affecter le climat à la surface. En plus, la stratosphère se réchauffe à cause de toute cette lumière absorbée, ce qui détruirait en partie ou totalement la couche d'ozone. Certains sceptiques pourraient dire que tout ça, ce n'est que de la spéculation basée sur des modèles informatiques. Mais des événements historiques permettent de tirer des leçons sur ce qu'il se passe lorsque des tonnes de fumée se propagent dans la haute atmosphère. En 2020, d'immenses incendies ont ravagé les forêts en Australie et au Canada, ce qui a eu un impact sur le climat mondial. Et puis, on sait tous que l'extinction massive des dinosaures il y a 65 millions d'années a été causée par un astéroïde d'environ 10 km de diamètre qui a plongé la planète dans l'obscurité et fait chuter les températures. En d'autres termes, un hiver nucléaire.
Les éruptions volcaniques nous fournissent également des exemples bien concrets pour renforcer nos modèles prédictifs. So there have been some big volcanic eruptions, like in 1815, the Mount Tambora in Indonesia exploded. It caused what was called the year without a summer, mostly in the northern hemisphere. So there was a late snowstorm in June that killed the crops and the people replanted. Then there were frosts that happened in July and August, and then there was an early fall, basically destroyed agriculture in New England. There was a potato famine in Ireland, and it was bad weather in Germany, and so there were a lot of food problems there also. So we know something about this from volcanoes, which we can use our climate models to represent. Il est vrai que de nombreuses incertitudes subsistent dans les prédictions. Cependant, ne balayons pas l'hiver nucléaire d'un revers de la main comme un simple scénario apocalyptique parmi tant d'autres. La probabilité qu'une guerre nucléaire vous coûte la vie et celle de vos proches est très élevée, mais pas nécessairement lors de l'impact des bombes. Statistiquement parlant, il est plus probable que vous mouriez de faim quelques semaines après l'échange nucléaire. Après une guerre nucléaire, les chanceux seront en réalité les victimes des bombes et non les survivants. So we've looked at places like the Ukraine and Iowa, which are both breadbaskets of the surrounding areas, in a nuclear conflict between the United States and NATO with Russia and its allies. In both the Ukraine and Iowa, the temperatures drop below freezing very quickly, and they stay below freezing for several years. In other words, there's no day in which the temperature doesn't go below freezing. Mais ça ne s'arrête pas là. La santé humaine serait gravement compromise dans ce nouvel environnement post-apocalyptique. Le manque de ressources et d'infrastructures rendrait les soins médicaux un défi colossal. La propagation des maladies deviendrait une menace constante pour la survie, et la perte probable d'une partie ou de la totalité de la couche d'ozone rendrait toute exposition prolongée à l'extérieur susceptible de provoquer brûlures et cancers de la peau par les rayons ultraviolets à des quantités anormalement élevées. We've analyzed for each country in the world how many people would survive after the second year. And so the second year, things haven't even gotten to their worst. Temperatures are still falling in the second year. And it takes about a decade for things to recover. If we assume that there's no trade, people stop trading because they can't grow enough crops to feed their population. We find in Russia that about 2% of the population would still be alive at the end of the second year. In the United States, there'd be about 3% left. In Canada, it'd be 2%. China would be about 3%. Northern Europe would be similarly a couple percent. Most of the Northern Hemisphere has a severe population loss just from starvation. There's no food to eat. There's a few places that are not so bad. In the Southern Hemisphere, Argentina, New Zealand, and Australia have most of their population left. Parts of Southern Africa have tens of percent of their population left. So the current population of the Earth is about 8 billion people. And we think about 6 billion people would have died. And there'd be a couple billion people left, mostly in the Southern Hemisphere. 6 milliards de pertes humaines sur une période de quelques années. Voilà les conséquences probables d'un conflit nucléaire entre l'OTAN et la Russie. Sans parler de l'impact sur la faune et la flore, pour lequel nous avons beaucoup moins de modèles, mais il y a des chances pour que de nombreuses espèces soient réduites à l'extinction, soit par la famine, soit par la perte de la couche d'ozone. La question qui se pose est la suivante. Combien d'explosions nucléaires seraient nécessaires pour déclencher un hiver nucléaire? Doit-on vraiment envisager une guerre mondiale et faire exploser les 10 000 ogives actuellement actives? Est-ce qu'un conflit local ou à petite échelle serait suffisant? La réponse précise à cette question reste inconnue. Cependant, le professeur Owen Brian Toon a mené des recherches visant à estimer les conséquences d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan, et les résultats sont pour le moins surprenants. Imaginez ça un instant, deux pays qui se chamaillent, peut-être à propos de qui a le meilleur curry ou est le meilleur au cricket, finissent par se lancer des bombes nucléaires, et là, bam. So we've looked at a nuclear war between India and Pakistan, in which altogether use about 250 weapons to attack each other. The weapons themselves might kill 50 to 125 million people, but the amount of smoke from these burning cities, there's so much material in these cities in India and Pakistan because they're so densely populated. And it wouldn't make ice age kind of conditions, but it would cool the planet by several degrees. We predict that a war between India and Pakistan would end up killing 1 to 3 billion people worldwide.
because of the smoke damaging agriculture worldwide. Il y a des divergences d'opinion concernant les modèles d'hiver nucléaire qui résulteraient d'un conflit nucléaire. Luisa Rodriguez, analyste au sein de l'organisation 80,000 Hours, a travaillé sur un rapport montrant que les conséquences climatiques d'un conflit entre les États-Unis et la Russie ne seraient pas automatiquement aussi dramatiques que le modèle d'Owen Brian Toon. La principale raison en est la cible des missiles. Il est tout à fait possible que les États-Unis et la Russie opteraient davantage pour une stratégie contre-force, en ciblant les forces nucléaires de l'adversaire plutôt que les villes. Ces installations militaires, telles que les sites de silos nucléaires et les bases aériennes, sont souvent situées dans des zones peu peuplées. Bien sûr, il y aurait une exception si les États-Unis ou la Russie choisissaient des cibles dans le but de causer un effondrement économique et une décapitation gouvernementale. Dans ce cas, les capitales politiques et économiques, ainsi que les plus grandes villes, seraient probablement détruites, soit entre 5 et 10 villes par pays. Selon Luisa Rodriguez, il est plausible que près de 2 milliards de personnes déjà vulnérables à l'insécurité alimentaire meurent de faim à la suite d'un conflit nucléaire russo-américain. Mais la relation entre la quantité de fumée dans la stratosphère et la famine est trop complexe pour être connue avec certitude. De plus, il existe de nombreuses mesures d'adaptation que nous pourrions prendre, comme passer à des régimes à base de plantes et cultiver des cultures plus résilientes aux variations climatiques. L'organisation All Fed a précisément pour mission de trouver des solutions alimentaires en cas de catastrophe mondiale affectant l'agriculture. Ce qui semble assez clair, c'est qu'un conflit nucléaire, même en utilisant toutes les ogives existantes aujourd'hui, ne conduirait pas à l'extinction de l'humanité. L'hémisphère sud maintiendrait un niveau de population suffisamment élevé. Certaines études sont limitées et d'autres reposent sur des variables telles que le nombre de villes ciblées, le nombre de belligérants et des décisions militaires imprévisibles. Tout cela rend extrêmement difficile la prévision de l'impact climatique et agricole d'un conflit nucléaire. Les marges d'erreur demeurent élevées, mais même s'il s'avère que la catastrophe ne provoquerait pas le décès de près de 75% de la population mondiale dans quelques années, il vaut mieux ne pas expérimenter pour vérifier si ces modèles sont exacts. Et franchement, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'une guerre nucléaire ne sera pas une partie de plaisir. Il me semble important de faire connaître l'hiver nucléaire autour de soi. Ça renforce la pression de l'opinion publique autour du tabou de l'arme nucléaire. Si vous êtes étudiant ou en début de carrière, en fonction de votre discipline, vous pouvez aider à améliorer les modèles climatiques. Il reste plein de choses à faire. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver ma conversation complète avec Owen Brian Toon. Il s'agit de l'épisode 47 du podcast La Prospective, qui est déjà ou bientôt disponible. Merci. Et à bientôt.